Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Il y a beaucoup de questions à vous poser et notamment sur les questions des impôts, du budget. Mais d'abord, quand même, cette première épreuve traversée hier à l'Assemblée, la motion de censure, traversée et surmontée puisque le gouvernement ne tombera pas. Vous n'avez pas eu peur? C'est moins une motion de censure qu'une motion de posture. Et heureusement, tant mieux pour la France, elle n'a pas trouvé de majorité hier. Maintenant, je vais vous dire, de la part de la France insoumise, qui ne veut pas beaucoup de bien au pays, ça n'étonne personne. De la part du Parti socialiste, c'est désolant, parce que cette motion de censure était présentée par le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, qui a été un grand parti dans l'histoire de notre pays, est en train de basculer d'une culture de gouvernement à une culture de la censure. Alors même que Michel Barnier met sur la table des questions qui devraient les intéresser. La justice fiscale, l'écologie, l'amélioration de la réforme des retraites. Est-ce que c'est pas des sujets, des revendications historiques du Parti socialiste qui nécessiteraient qu'ils viennent autour de la table? François Hollande lui-même a voté cette motion de censure. Oui, et je l'écoutais d'ailleurs sur votre plateau. Vous l'avez reçu la semaine dernière. Il disait au fond, on vote une motion de censure, non pas à cause de Michel Barnier, non pas du fait de sa déclaration de politique générale, et on la vote tout en sachant bien que de toute façon, elle ne sera pas adoptée. Enfin, quelle est la cohérence? Quelle est la cohérence de la part d'un ancien président de la République? Alors attendez, parce qu'il y a ceux qui ont voté cette motion, puis il y a ceux qui ne l'ont pas votée, mais dont l'explication n'est pas forcément meilleure pour vous. Je voudrais que vous écoutiez Guillaume Bigot, il est député RN et c'est lui qui s'exprimait au nom du Rassemblement national à l'Assemblée. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires. Et il aura suffi d'un simple rappel à l'ordre pour que le chef du gouvernement fasse comprendre, merci, vous l'avez fait, à votre ministre de l'économie que sa porte devait rester ouverte à tous. Nous préférons exercer une pression que de voter la censure. Est-ce que c'est pas pire en fait? Nous dépendons de 577 députés. Et à travers eux, de 67 millions de Français. La voix d'un député vaut la voix d'un autre député, et c'est bien normal en démocratie. La seule question qui se posera dans les semaines et dans les mois à venir, si d'autres motions de censure sont déposées, ce qui est possible, c'est y a-t-il une convergence des luttes entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Si la réponse est oui, la France peut tomber dans l'immobilisme et dans l'instabilité, avec les conséquences économiques et sociales qu'il y aura derrière. Donc, c'est la seule question. Tant qu'il n'y a pas cette convergence des luttes, comme vous dites, entre le RN et LFI, vous tenez? Nous, on écoutera l'ensemble des députés. On l'a toujours dit. Tous les élus sont des élus de la République. On veut s'adresser à l'ensemble des Français. Et s'adresser à l'ensemble des Français, ça signifie prendre en compte l'ensemble du Parlement, de LFI au Rassemblement national, avec une méthode qui est celle de Michel Barnier, de l'écoute, du respect, de la considération. Et je pense que ça fait du bien aux Français. Maude Bréjon, vous êtes porte-parole de Michel Barnier ou des macronistes? Je suis porte-parole de Michel Barnier et du gouvernement de Michel Barnier. Faut revenir un petit peu en arrière. Ma famille politique n'a pas gagné les élections. Vous êtes vous-même député macroniste. Les Français n'ont pas fait le choix d'une assemblée uniforme. Les Français n'ont pas fait le choix de la pensée unique. Ils ont élu une assemblée nationale plurielle. D'aucuns diraient une assemblée nationale divisée. Et c'est pour ça que le président de la République a nommé le Premier ministre qui était le plus à même de rassembler le plus largement possible. Nous n'avons pas de majorité absolue, mais nous avons le bloc le plus large possible aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Et Michel Barnier a composé un gouvernement qu'il a aussi voulu le plus large possible, en tendant la main à la gauche, en tendant la main à la droite. Bon, la gauche n'a pas beaucoup accepté la main. Certains l'ont accepté, comme Didier Migaud, d'autres ne l'ont pas fait et je le déplore. Maintenant, les Français nous demandent de nous accorder. Non, après, ce que j'aimerais comprendre, c'est le rapport aux macronistes. C'est-à-dire que vous, Maude Bréjon, je me dis que ça doit être compliqué dans une situation comme celle d'hier matin. Hier, Michel Barnier, le Premier ministre, vient rencontrer les députés macronistes. Ça se passe dans une des salles de l'Assemblée nationale, ils sont tous là. C'est censé se passer plutôt bien puisque vous êtes le plus gros constituant des forces de Michel Barnier désormais à l'Assemblée. Sauf que ça se tend de plus en plus et notamment des pics de Michel Barnier à l'endroit de ceux qui ne lui font pas la vie facile, que ce soit Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, dont on comprend pas très bien s'ils veulent qu'ils réussissent ou s'ils veulent pas qu'ils réussissent. Et vous, Maude Bréjon, vous vous retrouvez au milieu, vous faites comment? D'abord, moi je suis intimement convaincue que l'intérêt
l'intérêt du pays, encore une fois pour éviter l'instabilité, c'est que Michel Barnier réussisse. Ensuite, quand vous avez un Gérald Darmanin qui dit que le budget en l'état est inacceptable, vous vous sentez plutôt Darmanin ou plutôt Barnier? On va pas se raconter d'histoire. On vient pas tous de la même famille politique. On n'a pas tous la même histoire politique. On n'a pas tous la même culture politique. Mais je crois qu'on a un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est de permettre au pays d'avancer. Et c'est de permettre au gouvernement de présenter un budget de redressement. Maintenant, est-ce qu'on est toujours tous d'accord au sein du gouvernement? Je vais pas vous dire que oui. Chacun voit bien que c'est pas le cas parce qu'encore une fois, on vient d'horizons différents. Est-ce qu'on est toujours tous d'accord au sein même de Renaissance? Pas toujours non plus. Mais c'est normal qu'il y ait des débats. Et moi, je trouve ça sain. Et Michel Barnier est là pour écouter tout le monde. Avec, encore une fois, un objectif. Comment vous l'avez vécu hier? Parce qu'il y a quelque chose du frondeur. C'est de redresser. Il y a quelque chose du frondeur chez Gérald Darmanin, chez Gabriel Attal. Comment vous le vivez, vous? Mais c'est normal et c'est légitime qu'il y ait du débat. Michel Barnier ne vient pas de notre famille politique. On est dans un contexte qui est extrêmement difficile. Et j'entends que les uns et les autres ont des propositions, ont des idées, et on écoutera l'ensemble des amendements. Oui, mais Michel Barnier trouve ça gonflé, et au fond, les Français sans doute aussi, qu'un ancien ministre du budget, Gérald Darmanin, qu'un ancien Premier ministre, Gabriel Attal, fasse des leçons dans la situation budgétaire dans laquelle est la France. Je crois que personne ne fait de leçons. Il y a du débat sur un budget qui est, encore une fois, je le dis, un budget d'urgence, qui est extrêmement difficile. Dans les détails. 60 milliards d'économies, c'est difficile, mais qu'il y ait du débat, au fond, au sein d'une famille politique, et qu'on ne pense pas toujours tous pareil, qu'on ne soit pas dans cette logique de la pensée unique. Ça me semble plutôt sain. Alors justement, rentrons dans le détail du budget. Il est présenté cette semaine, c'est la prochaine épreuve pour le Premier ministre. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, alerte. Il dit: chacun doit arrêter de jouer au chamboule-tout avec les pistes d'économie. Il y a 60 milliards à trouver, dont 25 milliards probablement de hausse d'impôts. C'est le chiffre avancé par les Échos. C'est beaucoup plus que prévu. D'abord, on est dans une situation qui est grave. Je pense qu'il faut poser les termes. Il faut qu'on arrive à partager le constat. On est dans une situation qui est grave, avec un déficit qui va dépasser les 6% cette année et qui arriverait à 7% l'année prochaine si on ne fait rien. On a quelques semaines pour constituer un budget d'urgence avec 60 milliards d'euros d'économie. C'est absolument colossal. On a mis, et le Premier ministre l'a fait, une proposition sur la table, une équation qui marche, avec, je le redis, 40 milliards d'euros de réduction de dépenses, ce qui est énorme, et 20 milliards d'euros environ de contributions exceptionnelles, ciblées et temporaires. Ça nous semble être un équilibre qui est juste. Encore une fois, parce que si on n'arrive pas à passer cette marche, qui est extrêmement haute, à la fin, c'est l'économie française qui sera mise en péril. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, vous savez, j'ai conscience d'être porte-parole d'un budget extrêmement difficile et d'être porte-parole je le disais ce matin sur RMC, vous avez probablement le job le plus dur en ce moment. Parce que pour pouvoir honnêtement l'assumer, c'est vrai que c'est quand même pas évident, et de slalomer entre les macronistes, Emmanuel Macron et Michel Barnier, pas forcément facile. C'est difficile. Michel Barnier dit: je préfère être impopulaire qu'irresponsable. Mais je crois que l'intérêt du pays et que l'intérêt des Français, c'est qu'on maintienne cette trajectoire de redressement des finances publiques. Comment est-ce que vous allez pouvoir tenir? Vous m'avez dit c'est ciblé. Non mais attendez, c'est difficile à court terme, mais à moyen terme. Je peux pas non plus entendre n'importe quoi. Maud Brejon, vous avez dit c'est ciblé et temporaire. Quand on écoute Michel Barnier, lorsqu'il a annoncé les premières mesures, il a dit que ce seraient les foyers les plus riches qui seraient mis à contribution et les entreprises qui ont les plus gros chiffres d'affaires. Sauf que, entre-temps, on découvre qu'il va y avoir le gel temporaire des pensions de retraite, on découvre qu'il va y avoir la remontée des taxes sur l'électricité, qu'il va y avoir un effort supplémentaire pour les collectivités locales. C'est pas les Français les plus riches, c'est pas ultra ciblé, ça, c'est tous les Français. Alors, prenons par exemple le cas de l'électricité. Et regardons 2 petites secondes en arrière. On a traversé des crises, chacun s'en rappelle. La crise du coronavirus, la crise de l'énergie, la crise de l'inflation. Et tout le monde s'accordait à dire, à ce moment-là, qu'il fallait multiplier les dépenses pour aider les Français et les entreprises. Nous l'avons fait et je pense qu'il ne faut pas le regretter. Mais nous sommes aujourd'hui en sortie de crise. Ces crises sont derrière nous. Et donc, il est normal que ce qui était des dépenses exceptionnelles de crise, et c'est le cas du bouclier tarifaire sur l'électricité, ne deviennent pas des dépenses pérennes. Parce que si, et c'est une manie française, on passe systématiquement des dépenses exceptionnelles en dépenses pérennes, on augmente petit à petit et significativement le déficit français. Oui, mais Maud Brejon, il y a une question qui est de savoir si, alors on va rentrer un peu dans la technicité, mais en effet, cette taxe, elle a été baissée, cette taxe sur les factures d'électricité, elle a été baissée, c'était le fameux bouclier tarifaire.
il y a une chose qui serait de la remonter au même niveau qu'avant crise, mais il y en a une autre qui serait de la faire remonter plus haut qu'avant crise. C'est le scénario. Alors, on discutera de l'atterrissage exact. Cette taxe, mais est-ce que vous accepteriez, vous, Maud Bréjon ? D'ailleurs, vous êtes vous-même ingénieur dans les questions d'énergie, donc vous comprenez sans doute ça mieux que moi. Mais de manière tout à fait basique, vous accepteriez que ça remonte au-dessus du niveau d'avant ? La première chose, c'est que... Au-dessus du niveau d'avant ? Pardonnez-moi. D'abord, les prix du marché de l'électricité ayant considérablement baissé, du fait que la crise énergétique est derrière nous, les factures des Français, de tous ceux qui sont aux tarifs réglementés, ça représente 80% des Français baisseront, quoi qu'il arrive, en janvier prochain, d'environ une dizaine de %. Cette fameuse taxe dont on parle, c'est un peu technique, c'est la TICFE. Mais allez-y, prenez le temps, il y en a besoin de comprendre. Elle est en temps normal d'environ 32 € le mégawattheure. Durant la crise, on l'avait baissé au minimum à 0,5 €, 50 centimes d'euros. On l'a déjà remonté en début d'année dernière, en janvier dernier, autour de 22 €. Et donc, il s'agit de passer la marge d'après pour revenir à ce qu'était... Pardon, je vous demande, la marge d'après, c'est quoi ? Est-ce que les 32 € d'avant, c'est un plafond pour vous ? Pour revenir à ce qu'était le niveau initial. Est-ce que ce sera un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous ? On en discutera, le budget sera présenté jeudi prochain. Mais je le redis, l'objectif, c'est évidemment de préserver le pouvoir d'achat des Français. Et je le redis parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens. 80% des Français verront leur facture d'électricité baisser en janvier prochain. Et pour les 20% restants, ils ont déjà vu cette facture d'électricité baisser parce qu'ils sont au prix de marché et que le marché de l'électricité a déjà baissé depuis quelques mois. Pardon, Maud Bréjon, mais je voudrais juste comprendre. Ce matin, vous n'êtes pas en mesure de nous promettre que cette taxe restera au niveau avant crise. Il y a toujours un scénario au moment où on se parle pour que cette taxe monte plus haut. Je suis en mesure de promettre que les factures d'électricité baisseront pour 80% des Français et que nous serons d'une grande vigilance à faire en sorte que, encore une fois, les classes moyennes qui travaillent, et c'est une ligne rouge et un axe absolu du Premier ministre, ne paient pas davantage qu'ils le devraient. Le gel temporaire des pensions de retraite, est-ce que c'est toujours sur la table ? C'est toujours sur la table. Et ce n'est pas une décision qui est une décision facile. Je voudrais d'abord dire une chose. Les retraites resteront indexées sur l'inflation. C'est une promesse de campagne que j'ai portée moi-même dans ma circonscription, à Antony, à Châtenay-Malabry, à Bourg-la-Reine, à Sceaux, parce que c'est juste. Néanmoins, les retraites ont été revalorisées cette année de plus de 5%. Elles l'ont été l'année précédente et l'année encore d'avant. Point très important, les retraites ont augmenté davantage que l'inflation. Et donc, on a massivement soutenu le pouvoir d'achat des retraités. Là, on est dans une période, je le redis, qui est très difficile, avec un budget d'urgence qui nécessite de demander parfois des efforts aux gens. Et donc, on proposera... Et je croyais que ça allait cibler les foyers les plus élevés. Et ce sera soumis au débat, un décalage de 6 mois, en maintenant l'indexation des retraites de l'inflation, mais un décalage de 6 mois. Maintenant, le Premier ministre a ouvert une porte. Ça peut être discuté. On pourra évidemment discuter. Nous, on met sur la table... En fait, c'est dans la négo, quoi. C'est-à-dire, vous dites, on va mettre... Et c'est normal. Et c'est ça, la méthode Barnier. On met sur la table une équation qui marche. Maintenant, si les parlementaires ont des idées de réduction de dépenses supplémentaires par rapport à ce qu'on proposera pour permettre de rééquilibrer certains efforts qui seraient demandés aux entreprises, qui seraient demandés aux Français les plus aisés, qui seraient demandés aux retraités, mais on écoutera l'intégralité de ces propositions. Sauf qu'il y en a pour tout le monde là, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression les retraités, les malades, 3 € de plus pour les consultations chez le médecin. Est-ce que c'est sur la santé qu'il faut faire des économies ? Alors, là, je vous renverrai à la présentation du budget qu'on fera jeudi prochain, demain, jeudi soir, avec mes collègues Antoine Armand et Laurent Saint-Martin. On sera extrêmement vigilants, je le redis, à protéger les Français. Et en même temps, c'est très difficile. On est dans une situation... Non, mais moi, je veux bien, mais ça ne correspond pas au deal de départ. C'est-à-dire que quand Michel Barnier dit on va cibler les foyers les plus riches, les entreprises qui font le plus d'argent, et qu'on se retrouve finalement à payer 3 € de plus pour aller chez le médecin, c'est pas exactement ce qui était prévu. Alors d'abord, je confirme pas cette information ce matin, et il est bien prévu, et c'est l'objectif de faire contribuer d'abord ceux qui le peuvent le plus. On en parle un peu moins, mais la contribution exceptionnelle... RMC a vu noir sur blanc que c'était une des pistes évoquées par le gouvernement. D'abord, les contributions exceptionnelles et ciblées, elles concernent les Français qui gagnent plus de
pour un couple, 500 000 euros net par an. Je pense qu'on peut s'accorder toutes les deux pour dire que 500 000 euros net par an, c'est pas tout à fait la classe moyenne. Bien sûr, les entreprises dont le la chiffre santé, d'affaires c'est tout le monde. dépasse 1 milliard d'euros. On parle aussi des grosses entreprises qui le peuvent le plus. Maintenant, il y aura un débat. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Vous savez, nous, on assume d'arriver avec des propositions qui ne sont pas figées, qui ne sont pas fixées, sur lesquelles on peut discuter. Parce que on respecte le Parlement et qu'au fond, c'est ça le parlementarisme. La question qui viendra ensuite, c'est est-ce qu'on partage un constat ? Et il faut peut-être en revenir là. Mais est-ce que ça veut dire que si tout ça évolue, extrêmement important, est-ce que ça voudrait dire que Michel Barnier pourrait ensuite dire ce budget tel qu'il ressort des débats avec les parlementaires ne me convient pas? C'est possible ça? D'abord, je reviens sur l'histoire du constat, parce qu'il y a beaucoup de discussions ici ou là. Est-ce qu'on est d'accord ou pas pour dire que plus de 6% de déficit cette année, ce n'est pas acceptable, que 7% l'année prochaine, si on ne fait rien, ça ne l'est pas non plus, et donc il y a nécessité de faire un effort colossal. Oui ou non? Ça, j'ai l'impression que là-dessus, vous êtes d'accord, mais simplement, certains disent que c'était pas tant que ça. C'est une vraie question. Est-ce que d'abord, on partage le constat? Avec qui vous voulez dire? À qui vous posez cette question? À l'intégralité des groupes, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et si la réponse est oui, faut apporter des solutions. Et moi, je vous repose la question. Je vous repose la question, Maud Bréjon. Depuis tout à l'heure, vous me dites que ce sont des propositions qui seront discutées, amendées, votées au Parlement. Si ça ne vous convient pas, est-ce que Michel Barnier ressortira le budget initial et passera par le 49.3? Notre objectif, c'est que parce qu'en fait, tout ça, c'est un peu théorique, le débat, puisqu'on sait qu'à la fin, c'est pas du tout théorique. À la fin, c'est 49.3 qui gagne quand même. Non, parce que notre objectif et notre engagement, c'est de laisser se faire le débat autant que possible, pour permettre aux parlementaires, comme on le souhaite, de proposer, de se positionner aussi sur les pistes du gouvernement. Mais quand Gérald Darmanin juge ce budget, je cite, inacceptable. Et ce budget, c'est un budget d'urgence. On a quelques semaines. C'est historique pour présenter un budget qui intègre 60 milliards d'euros de déficit. Notre responsabilité, c'est de redresser les finances publiques. Parce que, encore une fois, redresser les finances publiques à long terme, c'est l'intérêt du pays. Et je le disais, parfois c'est difficile pour vous. Parce que ne pas le faire, c'est envoyer le pays dans le mur. Vous êtes ministre, non seulement vous êtes la porte-parole du Premier ministre, mais aussi de ce gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y en a qui disent que les comptes n'y sont pas. Je voudrais que vous écoutiez Didier Migaud, le ministre de la Justice. Le budget qui vous sera présenté ne sera pas satisfaisant pour nous. Je souhaite bien évidemment qu'un réajustement puisse intervenir. Nous sommes mobilisés pour que ces réajustements soient le plus haut possible, pour faire en sorte que la plus grande partie des engagements qui ont été pris puissent être tenus. Notre pays n'a jamais eu autant besoin de justice. On ne pourra pas faire plus de justice avec moins de moyens pour la justice. Il est numéro 2 du gouvernement. Vous verrez que dans le budget présenté demain, il y aura une attention particulière sur 3 sujets, qui sont les sujets régaliens, sur la justice, sur l'intérieur et sur la défense. Parce que c'est une demande... il faudrait lui dire, quoi. C'est une demande. Il le sait pas. C'est une demande qui est une demande majeure des Français. Et on a parfaitement conscience. Et le Premier ministre a parfaitement conscience des moyens supplémentaires nécessaires dans la justice. Normalement, il y a 1800 greffiers qui doivent être embauchés, 1500 magistrats supplémentaires. Si le budget n'est pas à la hauteur, la justice ne sera pas à la hauteur. Notre engagement, ce sera de maintenir une hausse des effectifs sur la justice, sur l'intérieur et sur la défense. Parce que ça correspond d'une part à des besoins, mais aux attentes des Français. On a tous entendu durant nos campagnes législatives. J'étais moi-même candidate dans ma circonscription. Les gens nous demandent plus de justice, plus d'ordre, et on mettra un budget en conséquence face à ça. Maintenant, je le redis. Il va falloir que chacun accepte aussi de faire des efforts et ne reste pas dans son couloir. C'est, je crois, notre responsabilité, notre responsabilité collective au sein du gouvernement, à l'Assemblée nationale, avec les collectivités territoriales, dont j'entends qu'elles réagissent déjà, et je le comprends. D'ailleurs, nous, et je tiens à le dire ce matin... Ils disent que c'est inacceptable. Oui. Les 5 milliards demandés aux collectivités, nous n'accepterons aucune de ces mesures d'économie présentées dans le budget. Ça, c'est ce que disent l'Association des maires de France. Alors, je répondrai à 2 choses. La première, et je cite là ce que m'a dit le Premier ministre il y a quelques jours, nous ne ferons pas contre les collectivités territoriales, nous ne ferons pas sans les collectivités territoriales, nous ferons avec les collectivités territoriales. Nous avons un respect
infini pour l'ensemble des élus locaux et pour les associations qui les représentent. C'est une drôle de manière de les respecter, de leur demander 5 milliards. La deuxième chose, c'est rappeler que les collectivités territoriales ont été largement aidées durant les crises que j'ai déjà citées. Donc on discutera avec elles sur comment est-ce qu'on peut ensemble faire des efforts. Mais moi, je crois que les Français comprennent que face à ce budget, encore une fois de crise, extrêmement difficile, on a besoin d'avoir des efforts qui soient des efforts équilibrés et qui soient des efforts partagés. Donc, ne surréagissons pas. Et moi, j'invite chacun à venir autour de la table, que ce soit au sein du Parlement, avec les collectivités et tous ceux qui seront partie prenante de ce budget. Ça tombe très bien parce que le ministre de la Justice, qu'on entendait tout à l'heure demander plus d'argent, est justement à ce micro demain matin. On verra si vous arrivez à convaincre les ministres eux-mêmes que les moyens seront là pour eux. Moi, je connais mes collègues du gouvernement et je pense qu'on partage tous un objectif commun, c'est de faire avancer le pays, d'avancer ensemble et de trouver des chemins de compromis dans une période qui n'est pas facile, mais qui est, je crois, crucial pour le pays. Merci Maude Bréjon d'être venue ce matin répondre à mes questions. Vous êtes porte-parole donc du gouvernement.